Nous sommes en deuil, mesdames et messieurs. La famille journalistique a encore perdu une grande dame. Ce dimanche, nous avons sorti la dépouille mortelle de Brigitte Mopane et nous allons l'enterrer ce lundi. Comme vous le savez, Brigitte Mopane s'en est allée cette semaine, au début de cette semaine. Ça a encore été un coup de foudre qui nous est tombé sans la pluie. On s'y attendait absolument pas. Après Olga Nguiana, et voilà, nous perdons encore Brigitte Mopane. Et en sa mémoire, et je crois que je dédie cette émission, cette Info 7 à cette grande dame qui a participé par son intelligence, sa bravoure, son courage à faire éclore ce métier que nous aimons tant, même si de temps en temps on nous traite de médiocres et de je ne sais quoi, mais je crois que nous avons des têtes qui ont fait ressortir la beauté de ce métier. Alors, en l'honneur de Brigitte Mopane, nous gardons une minute de silence. Voilà, mesdames et messieurs, en ce dimanche, nous allons recevoir le secrétaire général adjoint chargé de la communication d'ensemble. Comme vous le savez, l'actualité est très riche cette semaine. Et nous commençons d'abord par les saluer. Très heureuse de vous recevoir, Chérie Bien Okende. Merci, madame. Vous allez m'offrir cette occasion pour vous présenter aussi des condoléances. C'est deux grandes dames que j'ai connues personnellement. Et c'est vraiment très triste, particulièrement pour Brigitte Mopane, qui, après avoir perdu les parents, et coup sur coup, et c'est elle-même qui est partie. À toute la famille journalistique et aux familles biologiques de ces deux grandes dames, Brigitte Mopane et Olga Nguiana, je présente mes condoléances les plus attristées. L'actualité étant très riche, nous prenons directement le tout premier condensé, mesdames et messieurs. C'est l'arrivée de Moïse Katumbi à Kasumbalesa. Vous le savez, hein, ça a été le branle-bas cette semaine à Kasumbalesa. Est-il entré, n'est-il pas entré dans le territoire congolais? Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi on interdit à Moïse Katumbi d'entrer en République démocratique du Congo? Nous allons poser la question d'ailleurs au chargé de communication, secrétaire général adjoint chargé de communication, qui nous explique un peu, est-ce qu'il n'y a pas des cartes en dessous que la population ne comprend pas? Parce qu'on dit qu'il y a un mandat, je ne sais pas, d'amener de corps pour Moïse Katumbi. Lui-même s'est dit, il est prêt à venir en RDC et se faire arrêter, mais pourquoi on lui interdit l'accès en République démocratique du Congo? Nous aurons peut-être les raisons tout à l'heure. Et la réaction d'Olivier Kamitatou, qui était avec lui depuis Bruxelles jusqu'en Zambie. Comme vous le savez, son jet privé n'a pas eu l'autorisation d'atterrir à Ndola, non pas Ndola, à l'aéroport de Lubumbashi. Donc Moïse Katumbi est atterri en Zambie. Il voulait accéder par Kasumbalesa, la frontière sud de la République démocratique du Congo. Vous avez vu qu'est-ce qui a été déployé pour empêcher cet accès-là. Les détails racistes, s'il vous plaît. Les informations ont circulé dans les réseaux sociaux. Difficile de confirmer qu'elles sont vraies. Les proches de Moïse Katumbi l'ont annoncé sur les sols congolais, ce que la presse internationale et nationale, ayant des envoyés sur place, n'a pas confirmé. Du moins, dans les réseaux sociaux, l'on sait reconnaître un Moïse Katumbi en tenue de sa plateforme Ensemble. Parmi ses partisans, les courageux l'ont rejoint côté Zambie pour tenter des procès à un forcing. Que c'est impossible? Les services d'immigration auraient séché leurs bureaux suite au dispositif sécuritaire important, on ne peut plus apocalyptique. N'ayant pas réussi sa traversée, Moïse Katumbi aurait retrouvé chemin selon certaines sources. L'on a cependant signalé que la police aurait tenté à l'aide des gaz lacrymogènes de disposer les bureaux en fouillerie. Ces derniers avaient brûlé des pneus pour perturber l'ordre public. Le retour de Moïse Katumbi est attendu par les cadres et militants de sa plateforme Ensemble pour le changement. Olivier Kamitatou, porte-parole de ces regroupements politiques, a confirmé que Moïse Katumbi rentre au pays le 3 août prochain. Moïse Katumbi a fait une demande d'autorisation d'atterrissage pour le vendredi 3 août. On attend bien entendu que toute la population vienne accueillir Moïse Katumbi après autant de mois d'absence du pays. Et c'est une volonté qu'il a exprimée et nous nous apprêtons donc à être sur le sol congolais vendredi prochain. Jusqu'à preuve du contraire, Moïse Katumbi rentre chez lui. A-t-on besoin de papiers particuliers pour rentrer chez soi? Je ne le crois pas. Moïse Katumbi rentrera bel et bien.
J'ai avec moi un juriste. Nous voudrons un peu expliciter les termes, Chérubin Okende. Mandat de prise de corps, ça veut dire quoi? Légalement, juridiquement, ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'aussitôt que vous arrivez sur le territoire de la République démocratique du Congo, on vous arrête. Donc, prise de corps, on vous prend et on vous jette en prison. C'est comme un mandat d'amener à peu près, c'est à peu près ça? Prise de corps, c'est une arrestation immédiate. Immédiate, c'est ce que cela veut dire. Et vous constaterez que dans ces épisodes malheureux, nous avons toujours dit que Moïse Katumbi n'a jamais eu de problème avec la justice congolaise. Comment pouvez-vous imaginer que si ce mandat de prise de corps était réel, était basé sur des accusations qui doit émettre ce mandat? C'est le parquet. Le parquet, c'est le procureur général de la République. Mais procureur, le PGR, en fait. Oui, sur le plan de la procédure également, lorsque le juge est saisi, le parquet se dessaisit d'une affaire. Aujourd'hui, dans le cadre de Moïse Katumbi, les juridictions compétentes sont en train de connaître toutes ces fausses affaires dont on a affublé Moïse Katumbi. Donc, il n'y a pas de raison objective de pouvoir même l'arrêter tel que préconisé par le procureur général. A-t-il foulé le sol congolais cette semaine-là? Non, pas du tout, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstructions, comme vous le savez, en bonne et due forme. Il a demandé... Même la zone neutre, il n'est pas arrivé. Il est arrivé dans la zone neutre. Jusqu'au niveau de la zone neutre et... curieusement, ce sont les services de migration qui ont séché leur bureau. C'était pour nous un guet-apens. Moïse Katumbi devrait-il être tenté de pouvoir entrer en République démocratique du Congo par effraction? Nous avons dit non. Il doit être le plus légaliste possible, disons remplir toutes les formalités de migration que cela impose. Parce qu'au fait, de l'autre côté, le pouvoir du régime décadent de Joseph Kabila n'attendait que le moindre prétexte pour, encore une fois, créer d'autres infractions superfétatoires sur Moïse Katumbi. Que dit le gouvernement zambien? Est-ce que Moïse Katumbi est en séjour illégal en Zambie? Parce que nous avons eu la réponse officielle du gouvernement zambien qui a dit que le gouvernement congolais ne veut pas de Moïse Katumbi. Je résume hein, la situation, ne veut pas de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Le gouvernement a signifié, en tout cas officiellement, qu'il ne veut pas de lui en République démocratique du Congo. Alors, que dit? Est-ce que la Zambie finira aussi par le mettre dehors? Alors, que parle-t-on maintenant de... cet autre faux débat sur la souveraineté? Est-ce un pays étranger qui doit vous dire, monsieur, vous devez dire à un pays étranger que vous ne voulez pas d'un citoyen de votre pays, suivant quel droit? On ne comprend rien. On dit qu'il n'est pas congolais, donc peut-être qu'ils ne veulent pas d'un étranger. Non, pas du tout. Vous savez, j'étais à Paris lorsque maître Éric Dupond-Moretti a pu démanteler cette autre fausse affaire de la nationalité. Il n'est pas italien et j'ai de preuves, madame, j'ai des notes de la municipalité italienne qui avait décliné cette responsabilité en prouvant les mauvaises langues disent que l'argent a circulé par rapport à ça, donc Moïse Katumbi soudoie tout le monde, même les Italiens. Donc on se pose la question si c'est vrai ou c'est faux. Vous savez, quand on est à court d'arguments, on cherche toujours des raccourcis. Aujourd'hui, Moïse Katumbi, veut dire quoi? C'est l'argent, c'est la corruption. Non, c'est une vue de l'esprit lorsqu'on est à court d'arguments. Aujourd'hui, par rapport au grief dont on a affublé Moïse Katumbi, c'est le droit qui devrait parler. Nous vous avons toujours dit qu'il n'y avait jamais d'affaires sérieuses contre Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a jamais eu de problème avec la justice congolaise, mais malheureusement, le régime finissant de Joseph Kabila est en train d'instrumentaliser la justice pour mettre en mal, pour bafouer le droit d'un citoyen et violer les lois de la République. C'est ce qui est inacceptable dans un État qui se veut mandat un de État de prise de droit. corps. Bon, on a dit qu'officiellement, on a promulgué ce mandat de prise de corps. Katumbi dit, moi je viens pour qu'on m'arrête. Pourquoi le gouvernement congolais, vous êtes juriste, pourquoi ils ne veulent pas l'arrêter? Parce que si ce mandat est là, on doit l'arrêter tout simplement. C'est la question que se pose la majeure partie de la population congolaise. Il a dit, je viens, arrêtez-moi, mais c'est le gouvernement qui dit, je ne veux pas. Le gouvernement cherche tous les prétextes possibles pour qu'il n'entre pas en République démocratique. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Je suis juriste, madame, mais malheureusement, je ne peux pas vous répondre par l'absurde. Le raisonnement juridique doit être cohérent. Ici, je vois que c'est des inepties d'un régime qui est à court de ressources, à court d'arguments. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui est répréhensible par la loi, qui veut s'offrir
Mais c'est une occasion rêvée pour vous, pour pouvoir l'arrêter. Comment pouvez-vous refuser d'arrêter un fugitif? Et même dans le droit international, le gouvernement congolais, s'il était sérieux, pouvait même envoyer une commission rogatoire à l'extérieur, pouvait même demander l'extradition de Moïse Katumbi, si et seulement si les accusations qu'on lui porte étaient sérieuses. Qui lui a octroyé l'autorisation quand il a quitté le sol congolais? Quand Moïse Katumbi est sorti à l'époque, qui lui avait donné les documents pour sortir? C'est le gouvernement congolais, ce sont les juridictions congolaises aussi. Vous connaissez dans quel contexte Moïse Katumbi a quitté le pays. C'était en plein procès, lorsqu'il a eu des attaques personnelles jusqu'à attenter à sa vie. C'est ce qui doit être aujourd'hui réprouvé par tous les Congolais dignes de ce nom. La vie de Moïse Katumbi a été mise en danger et jusqu'aujourd'hui, cette vie est en danger. Elle n'est pas encore épargnée du tout. C'est ce que nous sommes en train de redouter. Mais Moïse Katumbi lui-même, c'est vrai que vous êtes de la com là. Est-ce que c'est pas aussi un coup de com, un coup de pub pour chercher le buzz? Parce qu'aujourd'hui le terme c'est le buzz. Il sait qu'il n'entrera pas. Le temps est en train de filer. Le 8 août c'est incessamment. On doit déposer les candidatures à la présidentielle avant le 8 août. La date butoir c'est le 8 août. Il sait que il ne peut pas y arriver. Est-ce que c'est pas un coup de com, tout simplement, pour faire parler de lui? Non, pas coup de com. Comment viendra, parce que c'est impossible qu'il entre. Vous avez vu vous-même le dispositif. Si vous me permettez, madame, je vous en prie. Sommes-nous dans un état de droit ou réclamons-nous un véritable état de droit? Si c'est un véritable état de droit, Moïse Katumbi ne peut pas présumer qu'il ne doit pas rentrer dans son pays. C'est suivant quel droit? Suivant quel droit? Mais aujourd'hui, au moins, nous sommes en train de étaler à la face du monde, à la face de toute l'opinion nationale congolaise, que le régime de Joseph Kabila est un régime dictatorial. C'est un régime qui attente à nos droits les plus fondamentaux, du reste protégés par la Constitution. Nous ne sommes plus dans un véritable état de droit. Je ne sais pas si nous ne sommes pas aujourd'hui en train de rentrer dans un régime hitlérien dans notre pays. Alors, il faut faire très attention avec ce que nous disons. Déjà, les Congolais savent que Moïse Katumbi est candidat à la présidence de la République. Ceux qui doutaient encore, hésitaient, croyaient que Moïse Katumbi n'aura pas suffisamment de courage pour venir. Il dit, je n'ai jamais commis d'infraction, je n'ai jamais de problème avec la justice congolaise. Moi, j'ai une candidature, je veux donner une nouvelle espérance au peuple congolais face à l'inanition de la République infusée par le régime de Joseph Kabila. 17 ans durant, nous ne faisons que reculer au lieu d'avancer sur le plan social et sur le plan de la promotion de la démocratie dans notre pays. Je rentrerai au pays. Vous avez vu la démonstration du 9 juin sur la place Sainte-Thérèse, en communion avec le peuple quinois. Les Quinois lui ont demandé, revenez. Et qu'est-ce que Moïse Katumbi devra faire? Montrer une certaine fébrilité pour dire que non, je ne vais pas rentrer dans mon pays pendant que je ne me reproche de rien. Donc, il faut changer de regard. Il faut aujourd'hui dire à la communauté nationale et internationale que le régime de Joseph Kabila a péché par des dérives dictatoriales inacceptables aujourd'hui. Et si le 8, cette date butoir passe, qu'est-ce que l'ensemble projette? Parce que je crois que les jours sont en train d'avancer. C'est la date, c'est la question clé d'ailleurs. Le 8, si ça passe, on arrête avec les dépôts de candidature. On sait que lundi, mardi, mercredi, il y a déjà de candidats qui vont déposer leur candidature. Fachi, Vital Kamere et celui du Palou qui vont déposer cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer si Moïse ne dépose pas sa candidature? Il y a des évidences que le peuple congolais aujourd'hui doit faire remonter. La première évidence, si on n'arrive pas à faire déposer la candidature de Moïse Katumbi et l'accepter en bon droit, cela veut dire que Joseph Kabila est en train de nous préparer une parodie d'élection. C'est véritablement un message, et pour Jean-Pierre Bemba, et pour Félix Tshisekedi, Vital Kamere, tous ceux qui se disent d'une véritable opposition, ils doivent refuser toute parodie d'élection, parce qu'ils vont juste donner de l'eau au moulin au régime décadent de Joseph Kabila, et ce n'est pas acceptable. Et d'ailleurs, quel type d'élection? Elles ne seront pas inclusives, c'est déjà la preuve. Elles ne seront pas transparentes, avec une machine à tricher. Elles ne seront pas dignes, elles ne vont pas refléter le véritable vote du peuple congolais, avec tous ces doublons et tous ces envolés sans empreinte digitale. Nous prenons le deuxième sujet d'actualité brûlant, en tout cas de cette semaine. C'est le retour de Jean-Pierre Bemba. Vous l'avez vu, Jean-Pierre Bemba a foulé
Il avait cette chance, lui, le sol de ses ancêtres. Cette semaine, vous avez vu cette marée humaine qui est allée l'accueillir avec tout le dispositif sécuritaire aussi, par rapport à son retour, et la réaction du numéro 1 de la police nationale par rapport à ce dispositif sécuritaire mis pour recevoir Jean-Pierre Bemba. Il est environ 9 heures. L'avion qui transportait Jean-Pierre Bemba et sa famille atterrit à l'aéroport international de Njili. Cadres du MLC et autres membres du parti les attendaient au bas de la passerelle. Tous étaient en liesse. Après cette étape, le cortège a longé le boulevard Lumumba où la population était amassée. Tout le monde tenait à voir et à saluer le chairman du MLC. Arrivé au niveau de l'avenue La Libération, ex-24 novembre, le cortège a rencontré un dispositif militaire qui l'a empêché de progresser. Le général Silvano Kassongo explique. La Gombe, c'est une commune centrale, là où il y a toutes les institutions, là où il y a les ambassades et toutes les autorités. Il ne faudrait pas que cette foule arrive dans la commune de la Gombe. Si les sénateurs veulent aller seuls, ça va, mais pas cette foule aller là-bas. Et là où il veut aller habiter, c'est un site présidentiel. Jusqu'à présent, moi, comme commissaire provincial, commandant ville, je n'ai pas réussi une instruction contraire. L'instruction que j'ai reçue, on a interdit à un sénateur Bemba d'habiter dans cette résidence-là. Ça n'est suivi le lancement de gaz lacrymogène pour disperser la foule qui accompagnait le sénateur Jean-Pierre Bemba. C'est vraiment malheureux pour un pays qui cherche à devenir un état de droit. Parce que tout le monde dans le pays est développé. Lorsqu'un leader politique arrive dans son territoire, dans son pays, à 15 elle aura toujours chaleureux. Mais tout le monde a que la police a empêché la population dans la manifestation normale. Après environ 30 minutes de discussion, Bemba et sa suite ont pris la direction de GB. La situation, c'est au moment la situation est calme. On a accueilli nous, on n'a pas accueilli, on était là pour sécuriser le sénateur Bemba. On l'a sécurisé, on l'a amené jusqu'au siège du MLC, sur l'avenue de l'enseignement. Il n'y a pas eu beaucoup d'incidents sur le parcours. Il y avait des petits problèmes, il y avait des provocations, des insultes, des cela à l'aéroport. Nous sommes une police républicaine, on était sereins. Mais il y avait un petit problème au niveau de Mikondo, ce n'était pas sur le cortège, c'était en dehors du cortège. La police a fait usage de lacrymogène et puis les jeunes ont commencé maintenant à jeter des projectiles sur le cortège. Même lui-même, le sénateur Bemba a échappé belle. Et puis lui-même a demandé qu'on puisse accélérer. C'est comme ça qu'on a accéléré, on l'a emmené, sain et sauf. Chéribin Okende, vous avez vu le retour de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, c'est vraiment une petite étude comparative. Pourquoi on a permis le retour de Jean-Pierre Bemba et pourquoi on refuse? C'est la question que se pose la population. Jean-Pierre est revenu. Pourquoi on interdit à Moïse Katumbi de revenir? Parce qu'eux tous sont présumés avoir des problèmes avec la justice, ont eu des problèmes avec la justice. De prime abord, je vais saluer ce retour de Jean-Pierre Bemba parce que 11 ans après, je crois que c'est émouvant qu'un compatriote puisse revenir au pays et puisse retrouver aussi la chaleur familiale. L'affaire qui avait retenu Jean-Pierre Bemba à la CPI n'avait rien de congolo-congolaise, donc c'est une affaire extérieure. Nous avions aussi cette nostalgie de voir Jean-Pierre Bemba nous revenir au pays. De deux, pour aborder maintenant l'aspect de votre question, il faudra que Jean-Pierre Bemba redouble de vigilance. C'est le même régime qui le traitait il n'y a pas très longtemps, de 4 nationalités. Nous avions suivi même dans les réseaux sociaux la nationalité brésilienne, portugaise, belge, congolaise, pour le mettre dans le même filet présumé de Moïse Katumbi. En voyant ce qui s'est passé, nous nous disons qu'il doit y avoir anguille sous roche. Encore un autre aspect positif du retour de Jean-Pierre Bemba, parce qu'au fait, Jeannot est décédé, le père de Jean-Pierre Bemba. C'est quand même utile, c'était utile qu'il puisse venir et s'incliner devant la tombe de son père, de son géniteur. Donc ça, c'est totalement louable. Alors, quelle est la leçon qu'il faut tenir?
Bemba ne doit pas tomber sur le panneau de Kabila. Parce qu'au fait, Joseph Kabila cherchera aussi à l'humilier. Nous avons vu aujourd'hui, hier, quelle pépinière était devenue le MLC. Ben, tout ce débauchage, c'était pas pour le plaisir de pouvoir renforcer la base politique de Jean-Pierre Bemba. Il doit redoubler de vigilance. Mais bien entendu, c'est cela la conclusion. Affaiblir le MLC, mais aussi crucifier ou condamner Jean-Pierre Bemba à une perte politique pendant qu'il était déjà en difficulté à La Haye. C'est une lecture qu'il faut absolument sustenter aujourd'hui dans la tête de Jean-Pierre Bemba. Il risque de tomber parce qu'aujourd'hui, le Hout divise in Pérez. Donc, Joseph Kabila va utiliser la politique de diviser pour régner. Il va encore une fois miroiter certains postes à Jean-Pierre Bemba ou un deal avec Jean-Pierre Bemba. C'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Beaucoup de gens, nous on n'a pas froid aux yeux pour le dire, nous n'avons que la RDC comme pays, donc nous osons le dire. Il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est déjà un deal entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Et des langues d'ailleurs, c'est délit pour dire ouvertement que c'est lui le dauphin de Kabila. Beaucoup de gens commencent à le croire, vu l'acharnement qu'il y a contre Moïse Katumbi et la facilité qu'on a accordée à Jean-Pierre Bemba. Est-ce que c'est votre lecture des faits aussi? Bon, c'est tout comme je suis un peu réservé, tout dépendra de l'attitude de Jean-Pierre Bemba. C'est un politique, c'est un fin calculateur politique. Il doit savoir comment arranger son avenir politique et voilà son destin. Il est en train aussi de jouer son destin vis-à-vis du peuple congolais. C'était une bonne chose qu'il se fasse enrôler pour avoir sa carte. Il a déposé sa candidature, lui, hein, déjà. Il a déposé sa candidature, c'est tout à fait normal, mais le courant des événements va aussi nous renseigner si à son non-éligibilité, on en parlera tout à l'heure, mais la zone présidentielle, le site... C'est ce que, madame, c'est ce que j'allais évoquer. On va parler tout à l'heure, c'est le troisième sujet, mais nous parlons un peu de ce site présidentiel. Les gens veulent savoir, est-ce que la commune de la Gombe, où se situe précisément le site présidentiel? Parce que les gens doivent se dire maintenant, je sais que par rapport à tel endroit ou à tel endroit, je ne peux plus me promener ou librement situer. Est-ce que Chérubin sait aujourd'hui où se situe le site présidentiel dans la commune de la Gombe? Je ne sais pas, sur le plan purement officiel, le site présidentiel c'est le Mont Galliema. Bon, qu'est-ce qui avait pris Joseph Kabila pour quitter le Mont Galliema et puis venir dans une zone résidentielle? Et tout autour, il y a même des ambassades. Ça serait autrement pour la souveraineté plus dangereux que d'être dans un périmètre des ambassades que d'être au Mont Galliema. En plus, on n'a pas refusé, on n'a pas expulsé toutes les familles qui sont dans ce périmètre-là. On n'a pas non plus expulsé la famille de Jeannot Bemba. S'il y a un fils qui veut se réfugier dans sa famille politique, pourquoi ne pas biologique, pardon, pourquoi ne pas lui reconnaître ce droit de choisir domicile, d'élire domicile là où il est trop proche de Joseph Kabila, qu'on le veuille ou pas, c'est un ennemi potentiel de Joseph Kabila, un adversaire politique de Joseph Kabila. C'est pas très rassurant qu'il soit à côté tous ces éléments doivent interpeller Jean-Pierre Bemba. Il doit connaître où se trouverait la vérité. Parce que de toutes les façons, nous savons, on peut dire que, bon, il y a la résidence du président Joseph Kabila à la Gombe, mais il peut être à Kingakati, il peut être à Ntsele, il peut être partout au niveau de la République. Donc moi, je crois que c'est un faux prétexte qui donne des signaux à Jean-Pierre Bemba que quelque part, il y a des guet-apens qu'on lui a tendus et il doit faire extrêmement attention. C'est aussi cet autre débat qui devrait être tout à fait légitime au niveau de la faculté de droit, mais on a vu la science se déporter sur le terrain politique avec des sensibleries politiques pour commencer à dire le droit d'une manière assez biaisée. Là, je suis très réservé parce que il y a des gens qui m'ont donné le droit, le cours de droit pénal, qui se sont versés là-dedans par correction. Revenons à Moïse Katumbi. Où en sont les discussions avec le gouvernement zambien? J'y reviens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des pourparlers avec le gouvernement zambien pour sécuriser Katumbi ou avec notre propre gouvernement pour essayer de le faire entrer coûte que coûte? Est-ce que il y a des tractations qui se font, des discussions sous coulisses? Il ne devrait même pas y avoir de tractations avec le gouvernement zambien. Le gouvernement zambien n'a pas de restriction de voir un étranger
venir sur son territoire, pourvu que cet étranger ne viole pas les lois de la République zambienne. C'est le cas de Moïse Katumbi. Il n'enfreint aucune loi zambienne. Pourquoi diantre l'expulserait-on du territoire zambien? Il est en séjour régulier. Si le gouvernement congolais, par contre, avait demandé l'extradition et que le gouvernement zambien le retenait pour dire non, on ne va pas l'extrader, ça serait encore... Ça, c'est pas encore fait. Le gouvernement n'a pas demandé l'extradition de Moïse Katumbi. Non, il n'y a même pas question d'extradition dans les cas d'espèce. Moïse Katumbi dit, je veux rentrer dans mon pays. Ben, on lui refuse de rentrer dans son pays. Est-ce que vous savez comprendre ces incohérences, madame? C'est un acharnement politique, tout simplement. Bien entendu. En plus d'un acharnement, il y a la peur politique. Aujourd'hui, le président Joseph Kabila et sa famille politique ont une peur bleue de Moïse Katumbi. C'est pour cela qu'on ne veut pas, on craint sa participation aux élections. Ils savent qu'avec Moïse Katumbi, ils seront défaits à plate couture. Et c'est cela le danger. Vous verrez que toutes ces manœuvres, c'est pour disqualifier Moïse Katumbi de la course à la présidence de la République. C'est ce qui est déjà, disons, injuste et qui devra aussi attirer l'attention de tous les autres compétiteurs sérieux, qui ne sont pas des pieds noirs de la majorité au sein de l'opposition. Tous les autres compétiteurs sérieux qui verront que ces élections ne seront ni inclusives, ni transparentes et encore moins démocratiques. Corneille Nangaa a déjà dit, après le 8 août, il y a plus de recours. Et d'ailleurs, il y a certaines langues qui nous ont déjà dit que peut-être on permettra à Moïse Katumbi de rentrer en RDC après le 8 août. Inch'Allah. On verra cela. Nous restons toujours avec Jean-Pierre Bemba. Hein. Nous allons voir le dépôt de candidature de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, il y a déjà 3 ou 4 candidats qui ont déjà déposé. Il y a eu le tout premier, ce jeune homme qui a déposé, son nom échappe, ça viendra. Et deuxièmement, il y a eu Jean-Pierre Bemba et il y a déjà un autre qui vient de la Guinée-Bissau qui va déposer aussi sa candidature. Et cette semaine, nous attendons la candidature d'Adolphe Mozito, de Vital Kamerhe et de Moïse. Bon, admettons, vous avez la foi. Donc nous avons la réaction aussi de Georges Kapamba par rapport à la non-éligibilité de Jean-Pierre Bemba. Cette question a été soulevée pendant cette semaine et la semaine passée d'ailleurs par rapport à un fait qui s'est passé à La Haye, la subornation de témoins. Moi je l'ai bien prononcé, hein, la subornation de témoins, et la réaction d'un juriste encore par rapport à cette éventuelle non-éligibilité de Jean-Pierre Bemba. Après un accueil chaleureux que lui ont réservé ses membres et sympathisants réunis en masse dans les rues de Kinshasa pour son retour en République démocratique du Congo le mercredi dernier, le sénateur congolais Jean-Pierre Bemba s'est rendu une semaine avant la date limite du dépôt des candidatures pour la présidentielle et aux législatives nationales à la CENI pour déposer son dossier. Rappelons que l'ex-vice-président congolais a été acquitté par la Cour pénale internationale après avoir passé 10 années en prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À noter que le président du MLC, déjà condamné à 1 an de prison pour subornation de témoins, attend la fixation de la peine finale après avoir interjeté appel. À la majorité présidentielle, l'on estime que le président du MLC se trouve dans une position d'inéligibilité puisque condamné pour subornation de témoins. Pour étayer leur argumentaire, le membre de l'AMP brandissent l'article 10 de la loi électorale. Oui, le cas Jean-Pierre Bemba est actuellement réglé par la Constitution et par les lois de la République. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que j'estime que le débat qui est actuellement sur son éligibilité ou son inéligibilité relève aujourd'hui des cours et tribunaux qui ont été clairement définis par la Constitution et par la loi et n'a pas lieu d'être constamment et de manière aussi brouillante traité dans les plateaux télé et dans la rue surtout par des profanes qui pour la plupart du temps ne savent pas ce qu'ils sont en train de raconter en fait. Que les conditions d'inéligibilité sont fixées par l'article 10 de la loi électorale, mais également il y a des articles dans la Constitution qui fixent les attributions relatives au rejet ou à l'acceptation d'une candidature, fût-elle celle de Jean-Pierre Bemba. Donc est-ce que ce que moi je pense c'est que c'est la Cour qui devrait trancher et qu'on devrait la laisser faire son travail sans polluer davantage encore. Son casier judiciaire sera atteint parce que la RDC étant membre signataire du traité de Rome
Donc la signature, la condamnation dont il fait l'objet sera naturellement entachée dans son casier judiciaire. Mais ce n'est pas, avoir un casier judiciaire ne veut pas forcément dire être interdit de candidature. Il y a des infractions qui sont clairement notées, comme j'ai dit tantôt, par l'article 10. Il s'agit notamment des condamnations pour viol, des condamnations pour des causes de corruption et tant d'autres. Et le débat qui est actuellement, c'est de savoir si oui ou non la subornation de témoins est une forme de corruption. Donc ça, justement, je pense que cette question étant tellement complexe, je crois qu'il est temps qu'on laisse les hauts juges de la République trancher dessus. Il n'y a pas de débat au sujet de la question relative à l'éligibilité du sénateur congolais Jean-Pierre Bemba, indique le coordonnateur national de la CAJ. Georges Kapiamba estime qu'il est nécessaire à ce stade de recourir aux professionnels du droit pour l'interprétation claire de la loi électorale à son article 10. Pour nous, la CAJ, le sénateur Jean-Pierre Bemba est éligible. Qu'il est malaisé et impensable de considérer que quelqu'un comme lui qui a été condamné que pour subornation des témoins puisse être considéré comme inéligible, tout simplement en considérant que la corruption est égale à la subornation des témoins. Aucun juriste sérieux ne peut faire ou se livrer à une pareille gymnastique parce que les infractions de subornation des témoins et de corruption sont des infractions, chacune d'elles autonomes. Sous un autre chapitre, le patron de la CAJ charge l'actuel chef de l'État de faciliter l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre dans son volet de crispation politique avant de parler des élections apaisées. Nous avons insisté sur l'intervention du président Joseph Kabila parce que c'est lui qui assume le leadership du gouvernement, après tout, de faire tout pour que ce volet important de l'accord de la Saint-Sylvestre, à savoir de la décrispation politique, qui comporte parmi les mesures la libération des prisonniers politiques tels que Jean Diomin Dongala, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, pour ne citer que ceux-là, mais qui impose aussi à ce qu'il y ait des mesures devant faciliter le retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo dans les meilleurs délais afin de permettre à tous ses compatriotes de participer à l'œuvre de la réconciliation nationale. D'après le calendrier publié par la CENI, le candidat à l'élection présidentielle ont jusqu'au mercredi 8 prochain pour le dépôt de leur candidature. Chérubin Okende, vous êtes encore juriste. Aujourd'hui, ce sont les juristes qui nous mettent vraiment dans la confusion la plus totale. Question directe, moi je commence. Jean-Pierre Bemba, sa candidature ou est-il éligible? Toute première question d'abord. Oui, madame, ce débat est destiné à intimider Jean-Pierre Bemba et il est aujourd'hui avancé par la majorité pour dire à Jean-Pierre Bemba que vous êtes sous la coupe de Joseph Kabila, vous devez faire attention, sinon on va vous déclarer inéligible et consorts. Ici, sur le plan strict du droit, nous sommes dans les domaines de l'interprétation de la loi pénale. Et moi, si je fais référence au professeur Nyabirungu qui nous a enseigné le droit pénal. Je ne sais pas. Excusez-moi, madame, qui nous a enseigné le droit pénal et qui a dit que la loi pénale est de stricte interprétation. Donc, on ne peut pas aller par une interprétation par analogie. Je préfère me limiter là. Et si la doyenne de la faculté de droit est en train de me suivre ici, je voudrais qu'elle ramène ce débat au niveau de la faculté pour que la science puisse être dite au lieu de sensibleries politiciennes. C'est ce qui dévalue la science aujourd'hui et je me trouve vraiment... Et vous avez déçu beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent que c'est vous les juristes qui détruisez ce pays. Chacun interprète vis-à-vis de ses sensibilités politiques. Ce n'est plus le droit, ce n'est plus la science. Les gens ne comprennent plus. Vous savez, la science juridique devra toujours amener au débat. C'est cela qui corse l'approche doctrinaire. Nous devons ramener ce débat-là au niveau de la colline inspirée pour que nous puissions parler réellement science. Mais le malheur, c'est qu'aujourd'hui, on a travesti la nature de ce débat pour le ramener sur l'arène politicienne et c'est ce qui n'est pas... Deuxième question directe, Chérubin Okende, subornation de témoins. Est-ce que c'est une forme de corruption? Non, l'interprétation de la loi pénale, vous me rentrez encore dans ce débat-là.
distingue la corruption de la subornation de témoins. Et d'ailleurs, j'ai bien suivi Georges Kapiamba, qui est un praticien du droit en tant qu'avocat, qui l'a si bien démontré. On ne peut pas à ce jour confondre la subornation de témoins avec la corruption, strictement dans le droit pénal congolais. Et qu'est dit l'article 10 par rapport à la corruption? Donc, si votre dossier ou votre casier judiciaire est entaché, donc... parmi les conditions d'inéligibilité, il y a la corruption. Il y a la corruption. Encore faudra-t-il que dans les incriminations sur le plan du droit congolais, que la subornation de témoins soit aussi prévue comme une incrimination disqualifiant quelqu'un de la candidature à la présidence de la République. Donnez-nous quelques formes de corruption, Chérubin Okende, à part... Citez-nous un peu, pratiquement, nous parlons à cette population qui n'est pas forcément juriste. Il y a quoi comme forme de corruption qui peut rendre un candidat inéligible? Vous êtes agent public, je viens pour avoir votre faveur d'opinion, je vous donne de l'argent, je vous ai corrompu. Okay. C'est un exemple de la corruption. Il y a des actes de corruption, mais en droit, il y a un principe. Aucune peine ne peut être infligée à quelqu'un si elle n'est pas expressément prévue par la loi. Donc, nulla pena, nulla crimen sine lege. Donc, c'est du droit et ça reste ainsi. Notre loi ou notre droit ne prévoit pas ça. On dit que la loi congolaise ne parle pas de les incriminations qui relèvent dans les incriminations qui relèvent de la corruption. Il n'y a pas la subornation de témoins. Donc c'est vide, on n'en parle pas. Donc on ne va pas considérer par rapport à l'article 10 de la loi électorale que Jean-Pierre Bemba est disqualifié du fait d'avoir été condamné pour subornation de témoins. Est-ce que son casier judiciaire est vierge de Jean-Pierre Bemba? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra interroger l'officier de police judiciaire. Donc, on ne sait pas trop. Par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre, Georges Kapiamba est revenu. Est-ce que cet accord est encore d'actualité, Chérubin Okende? Parce qu'on dit que le strict respect de cet accord, par rapport surtout à la décrispation politique, mais est-ce que pour vous, c'est encore d'actualité, cet accord? C'est vraiment déjà jeté dans les oubliettes? Non, l'accord court encore. Et c'est en nous référant à cet accord que nous sommes en train de démontrer que le président Joseph Kabila et son régime ont violé cet accord. Or, la pertinence de l'accord, c'était le renforcement de la légitimité pendant cette période hors constitutionnelle, parce qu'au fait, Joseph Kabila devrait plier bagage à la fin 2016. C'est en vertu de cet accord qu'on a justifié sa prolongation. La prolongation. Donc, en violant, en n'accédant pas aux mesures de décrispation politique, notamment le retour de Moïse Katumbi en homme libre en République démocratique du Congo, aussi la promotion d'élections inclusives, transparentes, purement démocratiques, aussi la libération des prisonniers politiques, en l'occurrence Franck Diongo, Jean-Claude Mouyambo. Donc vous avez suivi le ministre de la Justice qui les a traités de voyous, de je ne sais pas moi quoi. Donc ils n'entrent pas dans ce cas de décrispation politique. Bon, vous citez toujours Franck Diongo, vous citez les autres. Mais il a dit carrément, ils ne sortiront pas. J'espère bien que les fonctions d'État nous commettent aussi à la bonne convenance. S'il appartient à un ministre de traiter des compatriotes de voyous, c'est à vous de pouvoir justifier si le ministre Tamboué a observé la bonne convenance due au rang d'un ministre. Donc, selon vous, Jean-Pierre Bemba est encore éligible. Et nous revenons encore, parce que le temps est en train de courir. Le 8 août, c'est ce mercredi. Nous y revenons. Moi, j'aime bien la politique fiction parce que nous ne vivons pas au vase clos et les jours sont en train vraiment de s'accélérer et les gens commencent déjà à être angoissés par rapport à cette question des élections. J'y reviens, même si vous ne voulez pas répondre clairement à ma question. Si Moïse Katumbi ne dépose pas sa candidature avant le 8 août, est-ce qu'Ensemble a un autre candidat à nous proposer? Si Moïse Katumbi ne dépose pas sa candidature avant le 8 c'est ce mercredi déjà, le 8 août, ça sera une preuve flagrante que les élections auxquelles Joseph Kabila et son régime veulent nous commettre ne seront pas des élections
transparente, inclusive, démocratique. Mais proposez s'il vous plaît, réfléchissons. Madame, vous savez que Moïse a des problèmes. Est-ce qu'ensemble manque d'autres candidats pour remplacer Moïse Katumbi? Non, madame, c'est question de logique. Faites ça comme ça. Non, évoluez, ne donnez pas... madame, est-ce que vous me permettez? Non, on réfléchit ensemble. Oui, ne donnez pas au camp du président Kabila l'occasion. Proposez Denis Sesanga, proposez Jean-Claude Vemba, même vous, Chéribé Okende, soyez candidat. Si vous êtes élu président, madame, le dossier de Moïse Katumbi tombe. C'est question de rationalité. Nous sommes responsables. Nous avons agi par conviction. Nous ne pouvons pas nous débiner nous-mêmes pour démanteler toute la construction de convictions que nous avons faite. Avec la machine à tricher, vous cautionnez le plan machiavélique de Joseph Kabila. Donc demain, il fera élire qui il veut, parce que les élections ne seront pas transparentes et inclusives. Donc soyons conséquents. C'est pour cela que nous sommes en train d'attirer l'attention et de Jean-Pierre Bemba et de Félix Tshisekedi pour dire, voilà aujourd'hui la flagrance. Ils vont également... Il a déjà déposé. Il y a un schéma. Il y a un schéma pour le président Joseph Kabila de pouvoir voler l'expression démocratique du peuple congolais. Ils savent pertinemment bien que le peuple congolais n'en veut plus. D'ailleurs, une question. Ce n'est pas tant la question d'un individu, Moïse Katumbi, c'est la régularité de tout un processus. Ou, que voulons-nous? Un état de droit? Si c'est un état de droit, ça doit attirer l'attention de tout le monde, que quelqu'un qui n'a pas commis d'infraction, que quelqu'un sur qui on a jeté des infractions superfétatoires, qui vous dit, bon, écoutez, je suis prêt à répondre de ce que vous croyez être des crimes à ma charge, pour démontrer que je suis innocent, parce que vous voyez toutes les trois affaires là. Est-ce que la spoliation d'un immeuble, on peut encore sérieusement aujourd'hui mettre cela à charge de Moïse Katumbi, d'autant plus qu'il y a Raphaël Katebe Katuto qui aujourd'hui est sous les auspices du régime de Joseph Kabila, qui continue à s'en targuer propriétaire. Soyons sérieux. Je continue, madame. Les mercenaires, nous avons été à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême, à la Cour de cassation. Vous avez suivi, le dossier est vide. Encore que s'il s'agissait de 600 mercenaires, on aurait prouvé, parce qu'en fait, l'administration de la preuve incombe à l'accusateur. Le gouvernement qui a accusé Moïse Katumbi d'avoir recruté des mercenaires aura approuvé, c'est vide. La question de nationalité, je vous dis que je pourrais vous donner la preuve de la municipalité italienne qui a décliné cela, qui a traité cela de farfelu. Non. Et Maître Éric Dupond-Moretti a même menacé ceux qui ont publié cela qu'il va intenter un procès, il va le poursuivre. Nous sommes déjà en train de courir vers la fin du dépôt, c'est le 8 août, c'est déjà ce mercredi. Et pour le FCC, il n'y a aucun signe, mais nous avons eu dire que le FCC a déjà déposé sa candidature, mais c'était à huis clos. Vous avez eu cette information? Nous avons eu des rumeurs. Bon, enfin, nous essayons de prendre tout cela au sérieux parce qu'avec la diversion, avec la diversion de la majorité et du FCC, tel que nous habitue malheureusement le président Joseph Kabila, cette rumeur donnerait quoi? Que en catimini, on aurait déposé la candidature, on aurait, je nuance bien mon expression, du président Joseph Kabila. C'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, dans le mental du commun de mortels congolais, c'est inacceptable que Joseph Kabila soit encore candidat à sa propre succession. Ça serait une imposture franchement inacceptable. Ils sont en train de construire tout cela. Et c'est pour cela que vous verrez qu'au niveau du FCC, il n'y a pas de politique capable de s'assumer. Et ils attendent le coup de sifflet. Malgré les 4 noms proposés par le chef de l'État. Tout ça, c'est la poudre de perlimpinpin pour essayer d'endormir et de distraire les gens. Donc, ils sont encore sous la coupe du président Joseph Kabila et ses caprices, malheureusement. Nous restons encore avec Jean-Pierre Bemba, parce qu'elle fait la une entre Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi. Ce sont les deux qui font la une de l'actualité cette semaine. Le point de presse de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a tenu son point de presse. Il nous a donné ces chiffres. Pour lui, il nous faut au moins 87 milliards pour faire décoller l'économie. Moïse Katumbi nous a parlé de 100 milliards ou 110 milliards, selon les chiffres
Le chargé de com va nous en dire un peu plus et un autre candidat nous parle encore des milliards. Donc chacun a ses milliards pour faire redorer l'économie congolaise, mais le budget national, nous n'ageons qu'à 4 milliards, 5 milliards de dollars. Où trouveront-ils cet argent? Nous posera la question. Et Lisanga Bonganga, eh bien, vous l'avez vu, hein, derrière Jean-Pierre Bemba, mais comme nous le savons, Lisanga Bonganga n'a pas signé la charte du FCC. Est-ce que c'est une raison pour soutenir Jean-Pierre Bemba? Nous poserons aussi la question. Et la rencontre Bemba, Kamere, Félix Tshisekedi, je crois que c'est par rapport à la candidature commune de l'opposition. Moïse Katumbi en a déjà parlé à un moment, qu'il faut un candidat commun. Il faut peut-être des primaires à l'opposition pour sortir ce candidat commun. Les autres sont déjà d'accord. Félix Tshisekedi, on en a parlé. Vital Kamerhe veut aussi ce candidat commun. Et peut-être ce sont les procédures pour en avoir. Plus de détails, Rassis, s'il vous plaît. Il s'agit d'une position un peu surprenante lorsqu'on sait que Lisanga Bonganga était attendu pour signer la charte du FCC, un regroupement politique dont presque tous ses collègues membres du gouvernement sont membres. Eh bien, l'homme a résisté jusqu'à prendre une position opposée à celle de l'équipe gouvernementale. Les ministres d'État en charge des relations avec le Parlement s'étaient déjà signalés lorsqu'il a fait les déplacements de l'aéroport pour accueillir Jean-Pierre Bemba. Il avait déclaré y être parti dans le cadre de ses prérogatives. Même si à sa descente d'avion, Jean-Pierre Bemba l'a presque méconnu, ses tranches-fils de l'opposition ne lâchent pas prise. Jean-Pierre Lisanga Bonganga déclare publiquement soutenir la candidature de Jean-Pierre Bemba. Pour lui, Bemba est le candidat des valeurs pour l'avenir du pays. Lisanga Bonganga milite pour une candidature unique de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Et pour lui, Bemba est le candidat idéal pour toute l'opposition pour avoir été aux élections par 2 fois, au premier et au second tour. La position du ministre d'État en charge des relations avec le Parlement est une confirmation que l'homme désavoue la créature du FCC dont il refuse catégoriquement d'être membre. Il s'agit aussi pour lui une manière de se blanchir face à ses partenaires de l'opposition. Jean-Pierre Lisanga pourra-t-il mordre l'hameçon? L'avenir nous en dira plus. Hier, comme vous avez appris, j'ai effectué mon devoir politique et civique de m'inscrire d'abord pour obtenir ma carte d'électeur et déposer tous les documents en tant que candidat à l'élection présidentielle. Et je me prépare à aller, bien sûr, comme vous savez aussi, j'ai perdu mon père lorsque j'étais à La Haye. Je n'ai pas pu voir, on l'a enterré. Je compte demain partir à Guémena pour pouvoir me recueillir donc sur sa tombe. Je pense que ces élections doivent avoir lieu, oui. Ce que je souhaite également, c'est qu'elles ont lieu et qu'elles soient inclusives, qu'elles soient démocratiques et qu'elles soient transparentes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense qu'au lendemain des élections, des votes, il ne faudrait pas que ça puisse être à nouveau contesté. Il faut que le régime qui viendra après soit un régime qui soit légitime. Je pense que c'est important aussi que des votes démocratiques, crédibles aient lieu, parce que ça va aider à la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Je pense que des élections qui sont mal organisées, dont les résultats sont faussés, ne permettent pas de conserver, de préserver et la paix, l'unité et la cohésion nationale. Donc vraiment oui, je souhaite que le 23 décembre, ces élections aient lieu. Jean-Pierre Bemba Gombo, il vient de rentrer à Kinshasa après 10 ans passés à la CPI et 11 ans à l'extérieur. Nous avons tenu, mon frère Félix et moi, d'abord, de souhaiter la bienvenue dans son pays. Lui, sa chère épouse et ses enfants. Le deuxième point que nous avons abordé dans cette tripartite, le président Jean-Pierre Bemba, le président Félix et moi-même, c'est le point concernant le processus électoral. Nous avons émis des inquiétudes quant à l'utilisation de la machine à voter. Cette question, nous allons l'approfondir par nos techniciens, parce que nous avons tous à tour de rôle de montrer à la CENI qu'il était impossible
dans 11 heures, permettre à tous nos électeurs de voter avec ce système de machine. Nous avons aussi émis des inquiétudes, et même c'est une exigence. Nous voulons savoir où sont 10 millions, selon nous, 6 millions selon la CENI, de personnes sans empreinte digitale. Nous avons aussi évoqué la question du financement des élections. Nous voulons être sûrs que tous les moyens seront mis à la disposition du gouvernement pour que le manque de moyens ne constitue pas le dernier obstacle pour plomber le processus. Enfin, nous avons parlé du problème de sécurité en ce qui concerne le processus électoral pour que toutes les dispositions soient prises et par les forces armées de la démocratie et par la police qui est une mission justement pour sécuriser les autres pays pour que pendant cette période il n'y ait pas des groupes armés empêcher à nos électeurs, surtout à l'Est et au centre de Kassai, de se rendre tranquillement pour aller s'acquitter de leurs devoirs de sélection. Le plus important de cette rencontre, nous avons voté très bien, c'était de réaffirmer, c'était un engagement que nous avons devant le peuple congolais et surtout devant Dieu. De ne rien ménager comme il faut. Donner au peuple congolais le candidat commun de l'opposition. Nous avons dit pour cela, le président Jean-Pierre Bemba, nous avons salué hier, a déposé sa candidature. Le président Félix Tshisekedi va le faire mardi. Moi-même, je l'ai fait lundi. Et nous avons dit que nous aurions pu avoir une voie avec Moïse Katumbi. Nous ne savons pas encore comment les choses évoluent du côté de la frontière avec la Syrie. Nous sommes de cœur avec notre frère en ce moment. Nous avons dit que ce n'est qu'une première rencontre. Nous aurons d'autres rencontres pour assurer le peuple congolais que c'est un engagement pour les 10 générations qui va passer. C'est le pays de la génération derrière nous. Disons, nous aurons bel et bien un candidat commun de l'opposition. On avait dit Jean-Pierre Bemba. Dans cette réunion, le président Félix Tshisekedi l'a affirmé, moi-même je l'affirme, nous serons tous flexibles. Chéribin Okende, vous êtes chargé de la communication de Ensemble. Est-ce que vous comprenez la position de Lisanga Bonganga? Pourquoi il n'a pas signé cette charte? Et pourtant, il est membre du gouvernement et je crois que presque tous les gouverneurs, les ministres et même les gouverneurs des provinces ont signé cette charte. Madame, est-ce que vous pouvez me permettre de refuser de répondre à cette question? Je la trouve si... trivial, parce que je ne voudrais pas m'immiscer dans les affaires du FCC, surtout qu'il s'agit de fausses communes congolaises. Bon, si par ailleurs Lisanga Bonganga, avec ce qui s'est passé, refuse d'être enterré dans une fosse commune, bah, c'est libre à lui. Donc, je ne veux vraiment pas rentrer dans ce débat-là. Ici, Lisanga Bonganga a donné une lecture de sa position politique. S'il a rapproché Joseph Kabila, c'est pas par conviction. Hein, c'est par opportunisme et témérité. Il a toujours été... Vous n'avez pas fait la même chose, vous aussi non, moi, à un moment, non. Vous avez approché Joseph Kabila par conviction aussi. Par conviction, madame. Par conviction. Vous êtes parti pourquoi? Et c'est parce que les éléments soutenant ces convictions étaient devenus désuets du fait des incohérences politiques, des dérives dictatoriales du président Joseph Kabila en 2006. Mais les mauvaises langues disent parce qu'on vous a fait partir de là. J'y reviens, n'oubliez pas. L'histoire, devoir de mémoire, Peter Tiani, on y revient, on dit c'est à cause de ça, tout simplement. Beaucoup quittent Joseph Kabila parce que soit il n'est plus ministre, soit il n'est plus PDG, soit il n'a plus les avantages. Voilà, heureusement, madame, heureusement, madame. On dit même de ça de Vital Kamere. S'il vous plaît, heureusement que vous avez qualifié cela de mauvaise langue. Et moi, j'ai une bonne langue, la mienne n'est pas mauvaise. Et je vous dis que pour témoigner de ma loyauté républicaine, avant
les lignes aériennes congolaises, j'étais au fonds de promotion de l'industrie. J'aurais pu refuser, si c'était par opportunisme de poste, d'aller aux lignes aériennes congolaises. Mais à chacun de répondre devant ses responsabilités. Madame, allez aux lignes aériennes congolaises. Les jours que nous avions été malencontreusement relevés de nos fonctions, il y a ce personnel-là qui a fait le deuil. Cela veut dire que nous n'avons pas démérité du tout. Et en plus, je suis en train de finaliser le livre sur mon expérience aux lignes aériennes congolaises. Ce n'était pas par de faute, c'est parce que nous avons été corrects. Nous avons voulu préserver le bien, les immeubles, le patrimoine de l'AC. Et que cela devrait concourir à résoudre le problème de ce personnel qui continue à trimer et à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Vous aurez un jour à interroger le gouvernement Matata de pouvoir répondre par rapport à cette injustice qui n'est pas qualifiable aujourd'hui. Et par ailleurs, ils auraient copié et mal copié un projet de relance de la compagnie aérienne nationale que nous avions en créant une société, Congo Airways. Pendant que nous avions un business plan de plus de 13 aéronefs, 9 qui devrait relancer, booster cette exploitation-là. Donc je voudrais ici dire à tous nos compatriotes qu'on induit en erreur, croyant que le choix politique de Chérubin Okende par rapport à Joseph Kabila, c'est à cause d'un poste. Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila? Que non, ça c'est Vital Kamere, il aura à se justifier. Mais moi je peux dire, en 2006, pourquoi j'avais choisi l'AMP et Joseph Kabila. Et pourquoi mon parti, le Front Social des Indépendants Républicains, a quitté Joseph Kabila? C'est parce que les convictions d'antan, le Momemima qui n'est plus le Momemima, le pacificateur n'est plus le pacificateur. Celui qui nous a redoré l'image de voir dans notre pays émerger un état de droit et une véritable démocratie n'est qu'aujourd'hui comparable à un dictateur. Alors, est-ce que nous sommes aujourd'hui justifiés de rentrer dans le même régime que nous avions décrié du maréchal Mobutu pour transformer Joseph Kabila en désir? Nous avons dit non, nous ne pouvons pas nous faire complices des pareilles dérives. Voilà pourquoi nous avons quitté Joseph Kabila. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à se prouver que la crise artificielle que nous connaissons dans ce pays n'a qu'une source, n'a qu'un auteur, c'est Joseph Kabila, parce qu'il ne veut pas faciliter l'alternance au sommet de l'État. Est-ce que vous allez maximiser vos chances? Parce que cette candidature commune dans l'opposition pose problème. Chacun, vous le savez, d'ici le mercredi, chacun déposera sa candidature. Il y a les gens qui disent « Ah, 5 000 $ et qu'il n'est qu'à pas m'abouiller. Les 100 000 là, ils pouvaient mettre ça à autre chose. » Bon, soit. Mais vous y croyez-vous à cette candidature commune de l'opposition? Il y a déjà des avancées. Et déjà, là, vous me permettrez de revenir un peu sur l'élément concernant Jean-Pierre Bemba que nous venons de suivre. 3 éléments positifs. Le premier, c'est que nous avions été prémoniteurs. Nous, au niveau des ensembles, en créant notre plateforme politique, nous nous sommes dit... nous devrions nous doter d'un programme et ce programme devrait être évalué sans spéculation aucune, qu'aujourd'hui, un intellectuel comme Jean-Pierre Bemba, qui a de l'expérience dans la gestion de l'État, parle de formation, de l'échec. Nous avons aussi ses collègues de l'échec avec nous. Vous comprenez qu'il arrive à des environs de 80 milliards. Donc ça prouve à suffisance que ce n'est pas de la spéculation intellectuelle que nous avions faite. Et nous sommes prêts, de partenaires pareils, à discuter chiffres, à discuter perspectives, parce que selon Moïse Katumbi, même les 100 milliards... Moïse Katumbi a évalué à 100 milliards. Même les 100 milliards, nous pouvons les dépasser si nous nous dotons d'une véritable discipline et une bonne gouvernance de ressources de l'État. C'est ce qui importe le plus. Deuxième chose, c'est que Jean-Pierre Bemba venait de le dire, sans mettre de l'eau dans sa bouche, que il aspirait et il va, lui, s'intégrer dans le schéma d'élections libres, inclusives, démocratiques, transparentes. Inclusif veut dire avoir Moïse Katumbi dedans. Mais avoir tout le monde, il ne faut pas disqualifier quelqu'un. Il faut que le peuple qui est souverain puisse se choisir ses dirigeants. C'est déjà positif. Et là, moi, je vais conclure que par rapport au processus, disqualifiant notamment Moïse Katumbi de manière injuste, parce que Jean-Pierre Bemba a demandé aux autorités illégitimes actuelles de pouvoir calmer le jeu et d'accepter que Moïse Katumbi puisse venir. Oui. Alors, connaissant Jean-Pierre Bemba, je crois qu'il sera logique jusqu'au bout. Lorsqu'il va se rendre à l'évidence que ces élections ne sont pas inclusives, transparentes, démocratiques, il ne va pas se mettre dans une parodie d'élections.
Vous êtes chargé de la communication, donc vous lisez les gestes, les mots et tout ça. Pour vous, est-ce que Jean-Pierre Bemba est toujours le même? Puisqu'il y a des gens qui disent Jean-Pierre Bemba n'est plus combatif, ce n'est plus le Jean-Pierre Bemba de 2006. Jean-Pierre Bemba est devenu trop, permettez l'expression, nous côtoyons cette population, nous sommes dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent que Jean-Pierre Bemba est devenu trop mou, il arrondit trop les angles et tout ça. C'est aussi votre lecture en tant que chargé de com? Non, c'est pas ma lecture. Il ne faut pas transvertir la recherche de la cohérence avec la mollesse. Non. J'avais très attentivement suivi Jean-Pierre Bemba lorsqu'il avait fait aussi son point de presse à Bruxelles. Une journaliste qui lui a posé une question 10 ans après, avec l'expérience qu'il a connue. Tout naturellement, même Chérubin Okende, à sa place, ne serait pas le même chérubin. Il a eu le temps de faire un recul, de réfléchir, de voir un peu sa situation familiale, la situation de son pays et ses ambitions. Donc, c'est un... Il a réduit à la baisse ou toujours... Je ne sais pas. Là, je ne saurais pas évaluer, mais je sais que aujourd'hui, c'est un chat échaudé qui aura peur même de l'eau froide. Donc, pour conclure, dans le cadre de notre débat, il ne va pas tomber de manière ridicule dans le panneau de Joseph Kabila qui distribue des bagues de fiançailles putatives, ça et là, pour cherchez ça dans le dictionnaire, hein, bagues de fiançailles putatives. Voilà, pour donner l'appât. Et nous avons vu, c'est comme ce conglomérat de FCC, c'est des gens qui ont mordu à l'appât du pouvoir, à l'appât de l'argent. Et c'est des gens qui se permettent d'insulter ceux qui, de manière digne, ont refusé cet appât pour dire non, la République vaut plus que les postes, plus que les ambitions personnelles. Comparaison, Chérubin Okende. Là, je vous pose encore la question en tant que chargé de com. Jean-Pierre Bemba est-il le Nelson Mandela congolais aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le comparer aujourd'hui à Nelson Mandela? Non, je ne sais pas le dire. Je ne saurais pas comparer Jean-Pierre Bemba. Peut-être le nombre des années en prison, tout à fait différent, mais de la prison à la présidence. Non, non. C'est à Jean-Pierre Bemba de prouver qu'il est sur les traces de Nelson Mandela. S'il accepte aujourd'hui l'inacceptable, il l'aura prouvé qu'il n'est pas sur ces traces-là. Si aujourd'hui, en prouvant que les élections que mijotent Joseph Kabila et Corneille Nangaa ne sont pas inclusives, transparentes, démocratiques, et que lui se met dans ce créneau-là, il ne sera pas sur les traces de Nelson Mandela. Donc, avoir fait la prison et sortir, et avoir des ambitions de pouvoir briguer la magistrature suprême, bon, c'est deux choses différentes, et je pense que à Jean-Pierre Bemba de pouvoir intérioriser aujourd'hui quelle est la leçon politique qu'il doit tirer de son expérience personnelle. Et s'il positive cette expérience, il méritera un jour la confiance du peuple congolais. Mais aujourd'hui, nous lui recommandons beaucoup plus de discernement pour de prudence pour ne pas tomber dans un panneau qui est ouvert. Et d'ailleurs, on est en train de lui donner et le bâton et la carotte. Nous avons parlé de Joseph Kabila, le président de la République. Nous allons aller en Angola, vous le savez. Joseph Kabila est allé rencontrer son homologue angolais, Lourenço. Je crois qu'ils ont parlé de la RDC avec nous cette fois-ci. Et nous allons parler de la fermeture de notre ambassade à Pointe-Noire, la ville économique du Congo d'en face. Accompagné de 5 ministres, le président Joseph Kabila Kabange est arrivé ce jeudi 2 août 2018 dans l'avant-midi à Luanda. Dès son arrivée, le chef de l'État a été reçu par les ministres des Affaires étrangères angolais, Manuel Domingos. Sur l'initiative du président angolais, João Lourenço, le président Joseph Kabila s'y est rendu pour une visite de travail bilatérale entre la RDC et l'Angola. Les ministres ayant fait les déplacements avec le président de la République sont notamment le vice-premier ministre des Affaires étrangères, le sénateur Cheo Kitundu, José Makila, vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende, Ingele Ifoto, ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, et enfin le ministre des Hydrocarbures, Aimé Moukena. Selon certaines sources, cette visite serait également inscrite dans le cadre des relations amicales et la coopération entre les deux pays frères et voisins et aussi des contacts réguliers entre les deux hommes d'État. Ce qui annulerait l'hypothèse selon laquelle les relations entre les deux pays seraient en dents de scie.
Didier Kazadi, le nouvel ambassadeur de la RDC accrédité en Angola à la fin du mois de juin, l'avait également affirmé en déclarant que la RDC et l'Angola sont deux pays jumeaux qui partagent des relations historiques avant l'indépendance. Signalons par ailleurs que le président Joseph Kabila Kabange retourne dans son pays le 3 août après avoir fait des déclarations à la presse à l'aéroport international de Luanda. Nous sommes en République du Congo, précisément à Pointe-Noire, au bureau représentant l'ambassade de la RDC. Ici, des chaînes ont condamné les portes de ces bureaux, comme nous démontrent ces images. Les non-paiements de loyer seraient à la base de cette situation, rapporte notre source. Cette dernière note que les drapeaux de la RDC a été même confisqués. Selon certains observateurs, ces actes constituent une humiliation pour la nation congolaise. Notre source rapporte que Christophe Muzungu, ambassadeur de la RDC à Brazzaville, aurait dit qu'il n'a pas le temps de s'occuper de cette représentation de la RDC à Pointe-Noire. Retenez par ailleurs que le retard des paiements de loyer est de 4 mois, soit 540 000 francs CFA, donc 135 000 francs CFA, équivaut à $200 le mois. Chérubin Okende, je suis journaliste, je dois garder mon sang-froid, mais je suis quand même estomaqué de voir que mon pays, la République démocratique du Congo, manque $1000 et qu'on nous chasse comme ça, comme des énergumènes, à Pointe-Noire. C'est incroyable. Là je perds mon latin carrément. Carrément, je suis perdu. Oui, madame, c'est tout ce que nous sommes en train de dire au peuple congolais, que le président Joseph Kabila a perdu la main sur la gestion du pays. On ne peut pas accepter que le Grand Congo puisse être si humilié et que le chef de l'État reste indifférent. C'est pour cela que nous en appelons à une autre forme de gouvernance. Il faut donner une nouvelle espérance à ce peuple et un nouveau destin à ce pays qui a des ressources fabuleuses. On ne peut plus continuer à humilier le peuple congolais tel qu'on le fait. Le drapeau a été arraché, donc c'est vraiment l'injure suprême. Oui, mais en fait, ce que les souverainistes qui claironnent tant puissent aussi parler de ce souverainisme-là. Je ne parle pas de la souveraineté, parce que là, on a eu un coup d'estocade sur notre souveraineté. Ben, voilà, lorsque les évêques, particulièrement l'évêque Ekofo, parle d'un État qui n'existe pas, bon, on fait sa chasse. Lorsque l'archevêque parle de Kinshasa, parle de la médiocrité, ben on voudrait substituer à ce terme une autre expression. Là, nous sommes devant des faits qui ridiculisent notre pays et on pouvait se dire, en tout cas pas ça, pas jusque-là, quand même. Et voilà pourquoi nous avions compris qu'il y avait l'inanition de la République. C'est pour cela qu'on propose une nouvelle forme de gouvernance pour que le peuple congolais puisse revêtir sa dignité. Et moi je crois que le président Joseph Kabila a attiré sa révérence. Il faut qu'on arrête la désescalade pour dire que ce peuple congolais mérite autre chose que ce que nous sommes en train de vivre. Vous avez vu... Il est allé en Angola, vous avez vu comment Congo Web Télévision a traité ces images. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Angola? Aujourd'hui, on a l'impression, et on nous dit d'ailleurs diplomatiquement, que l'Angola pèse aujourd'hui plus que la République démocratique du Congo. Les Américains traitent directement avec les Angolais, les Rwandais traitent avec les Angolais. On parle de nous sans nous dans les différents pays. Qu'est-ce que Joseph Kabila est allé chercher en Angola? Bon, visite tout à fait normale d'un chef d'État à un autre. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Je ne saurais pas répondre à sa place. Mais ce qui est de plus choquant, parce que Joseph Kabila représente encore notre pays sur le plan international, il est chef de l'État, mais c'est le traitement que j'ai pu voir. Comment il a été reçu, dans quel cadre, dans quel contexte. Et si nous croyons les images que nous avons vues, moi, ça m'a beaucoup choqué que de voir que même la montre du chef de l'État, si cela doit être prouvé, parce que nous avons vu les images, même sur votre écran, être ôtée. En tant que communicateur, j'ai une autre lecture et une lecture très malheureuse. C'était la salle d'attente, là, je crois, c'est la salle d'attente. Comment on peut faire attendre un chef d'État? Je ne comprends, peut-être je ne suis pas dans le protocole, mais je n'ai jamais vu un autre chef d'État faire attendre son homologue dans une salle d'attente. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai jamais vu ça. Madame, je ne sais pas comprendre tout cela. Il ne m'appartient pas à moi,
aujourd'hui de pouvoir ergoter tout autour. Je ne fais que constater. Et je me pose aussi la question, qui est encore notre ambassadeur en Angola? On va chercher, aucune idée. Enfin, aucune idée. J'avais pensé que c'était le sujet belge. Que Joseph Kabila avait fait nommer ambassadeur. Ah, Béassikou, oui, je crois que c'était lui qu'on a envoyé là-bas. Est-ce qu'il ne pouvait pas très bien ajuster l'agenda du chef de l'État? Je ne comprends rien du tout, je ne comprends rien. Et là, on est tombé trop bas. Donc, je pense que cette République mérite autre chose que des humiliations superfétatoires comme celle-là. Nous allons terminer encore, c'est vraiment cette émission éminemment politique, vu les enjeux de l'heure. Nous allons aller à l'UNC. Vous savez, l'UNC a tenu son congrès aussi, et vous le savez, Vital Kamerhe, c'est lui qui va être candidat de ce parti à la présidence de la République. Assis, s'il vous plaît. Il était 9h, heure locale, lorsque militants, cadres, délégués de l'UNC, venus de l'intérieur, voire l'extérieur du pays, ont pris d'assaut les installations de l'espace Kagé à Limete. Objectif, prendre part au 2e congrès de l'Union pour la nation congolaise. Pendant 3 jours, soit du 2 au 4 août 2018, les congressistes auront pour tâche désigner le candidat de l'UNC à la prochaine présidentielle, faire la révisitation du projet de société de Vital Kamerhe ainsi que l'évaluation de la situation générale au pays. À cette occasion, le secrétaire général de l'UNC a souligné qu'il est temps pour l'actuel président de la République de partir et d'être appelé ancien président de la RDC en vie. S'agissant de la désignation du candidat commun de l'opposition à la prochaine présidentielle, Mayo Mambeke a expliqué que ce débat interviendra après la publication par la centrale électorale de la liste provisoire. Invité à prendre parole lors du congrès de l'UNC, Félix Tshisekedi a insisté sur l'unité de l'opposition pour gagner la bataille électorale en cours. Aussi, le président de l'UDPS a attiré l'attention de tous sur la situation qui prévaut actuellement en territoire de Beni. À son tour, Bazaï Bamassoudi, qui est revenu sur la question de l'unité d'action de l'opposition, a invité tous les acteurs politiques anti-pouvoir à faire bloc pour dire non au projet de la machine à voter, le qualifiant de machiavélique. Cependant, la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo a déploré le traitement inhumain infligé à l'ancien vice-président de la République. Congrès de l'UNC, Vital Kamerhe, candidat à la présidence, cela ne vous étonne pas, cher Benedict? Non, pas du tout. Ça traduit la vitalité de notre course à la démocratie. Bon vent à Vital Kamerhe, même si moi, j'ai un autre candidat à la présidence de la République. Le mien, c'est Moïse Katumbi Chaput. La présence de Félix Tshisekedi et de F. Bazaïba, cela démontre l'union de l'opposition? Non, ils ont été invités, moi je crois. Ensemble aussi été invités? Vous y étiez? Le secrétaire général est en déplacement et... Ewanga est à Lubumbashi. Même le porte-parole... C'est Ewanga, non, si je ne me trompe pas. Le secrétaire général, c'est Délice Sanga. Sanga. Ewanga également est aussi en déplacement. En tant que secrétaire général adjoint, je n'ai pas vu
l'invitation, sinon nous aurions dû répondre. Peut-être qu'à d'autres instances de Ensemble, cette invitation-là était arrivée. Moi, je crois que Félix Tshisekedi et Eve Banzaïba ont mieux fait que de pouvoir rehausser de leur présence une manifestation à laquelle ils ont été invités. Je reviens quand même à une information antérieure. La présence des membres du PPRD à l'époque, lors du congrès de l'UDPS ou du MLC, avait fait graisser beaucoup de dents. Hein. Beaucoup de gens n'ont pas compris la présence des cadres du PPRD à ce congrès. Donc pour moi c'est un épiphénomène. Je crois que si le MLC avait adressé une invitation au cadre du PPRD, donc la meilleure politesse, la politesse élémentaire était de répondre à cette invitation. Donc je ne crois pas que le problème réside là-bas. Nous avons aujourd'hui notre lecture de nos perspectives politiques. Aujourd'hui Jean-Pierre Bemba est rentré. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba... Ça change la donne, selon vous? Ça bouscule la donne politique? Bien entendu, ça change la donne politique. Et tout dépendra maintenant, en ce qui concerne le MLC, de l'attitude de l'après-dépôt de cette candidature et aussi l'approche de ce processus électoral. Est-ce que Jean-Pierre Bemba va encore se dédire parce qu'il souhaite que ce soit des élections inclusives, transparentes et totalement démocratiques? Va-t-il s'engager tête baissée devant un guêpier en allant dans des élections qui ne sont pas inclusives, transparentes et démocratiques? Ou est ainsi? Et ça va nous donner la leçon. Je ne veux pas terminer cette émission sans parler des violences au Kassai, même si ce n'est pas dans de l'actualité. Moi, j'y reviens parce que je suis une femme et une mère. Les filles qui sont des esclaves sexuels au Kassai. Chérubin Okende, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire? Bien que notre gouvernement ait démenti cette affirmation ou a démenti ce rapport, ce énième rapport des organisations non gouvernementales étrangères, est-ce que vous avez eu vent de cette information? Nous avons eu vent de cela et ça nous a beaucoup attristés parce que vous savez, la femme, c'est le berceau de toute l'humanité si nous devons réduire ce berceau-là au niveau de personnes. Et la fille congolaise devrait être sacrée. Notre gouvernement, ça ne nous étonne pas parce qu'il y a toujours eu des démentis. Il n'y a jamais eu des bévues qui soient acceptés par le gouvernement et qu'ils se résolvent de pouvoir redresser de la manière la plus catégorique possible. C'est fort regrettable et je pense que il faut absolument changer de gouvernance. Parce que tout cela relève de quoi? De l'insécurité. Tout cela relève de quoi? Des insuffisances dans la gestion de l'État. Et on ne peut plus continuer à vivre des crimes pareils. Il faut qu'on change de manière de gouverner le pays. Et il faudra La toute dernière question. Si Joseph Kabila remplissait pour un troisième mandat, est-ce qu'Ensemble va-t-il boycotter les élections? Ou quelle sera votre réaction? Déjà... Parce que c'est vraiment très probable aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se cache plus, les gens le disent. D'ailleurs, les rumeurs, comme vous l'avez dit, même on nous a dit que la candidature est déjà déposée. On doit vérifier cette information. Les fouineurs doivent aller à la CENI et demander à Corneille Nangaa si c'est vrai cette information, si Joseph Kabila remplit pour un troisième mandat. C'est un problème qui concerne pas simplement Ensemble, mais qui concerne l'ensemble de notre peuple. Et cela sur pied de l'article 64 de notre Constitution. Madame, à ce jour déjà, Joseph Kabila est en train de tenter de renverser le régime constitutionnel. Et l'alinéa 2 de l'article 64 dispose que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et contre l'État. Donc Joseph Kabila sera répréhensible de cette infraction. Et l'alinéa 1er dit: il est du devoir de tout Congolais de faire échec à tout pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution. Nous sommes en train d'y aller. Première chose, il faudra que le peuple congolais tire les conséquences d'un processus électoral qui n'est pas transparent, qui n'est pas inclusif. C'est déjà le renversement, tentative du renversement de l'ordre constitutionnel. À partir du fait que, ça c'est pour nous ensemble, qu'on empêche Moïse Katumbi de déposer sa candidature en citoyen libre et en bonne et due forme, il y a cette tentative-là de renversement de l'ordre constitutionnel. Le peuple congolais doit se prendre résolument en charge. Maintenant, ce n'est plus question d'exhortation à la télévision, il faut passer à l'acte parce que le souverain, c'est le peuple congolais. Et nous allons maintenant, parce que la mauvaise foi de Joseph Kabila est totalement établie, commencer maintenant à examiner sérieusement
la possibilité que nous ayons... l'option militaire, l'option... Non, option transition sans Joseph Kabila. Rébellion, parce qu'il y a des gens qui disent que Moïse Katumbi préparerait aussi cette rébellion-là. Il n'est pas... S'il ne vient pas en RDC, il ira en rébellion. Et je vous dis, avec toute autorité, Moïse Katumbi n'a jamais été tenté par des voies antidémocratiques, des voies militaires et consortiques. Jamais tenté par cela. Et déjà, sa foi chrétienne catholique ne l'y commet pas. Nous allons continuer à utiliser des voies pacifiques parce qu'aujourd'hui, c'est avec le peuple qu'il faut asseoir la démocratie. Aujourd'hui, notre bonne foi a été suffisamment prouvée. C'est à vous, peuple congolais, de pouvoir aujourd'hui récupérer votre pouvoir en vertu de l'article 64 de notre Constitution. Ça ne doit plus rester de vœux pieux ou un chapelet de bonnes intentions. Merci, cher Hubert Okende, secrétaire général adjoint chargé de la communication au sein d'ensemble. Avec lui, nous avons décortiqué en tout cas les temps forts qui étaient très politiques cette semaine. L'arrivée de Jean-Pierre Bemba, le refus d'entrée de Moïse Katumbi, le congrès de l'UNC, beaucoup de sujets ont été évoqués. Comme il a dit, c'est à nous de nous prendre en charge et la date butoir, je vous le rappelle, c'est le 8 août. Après le 8 août, comme l'a dit Corné Nangaa, plus de recours. Nous attendons encore les dépôts d'autres candidats à la présidentielle d'ici là. Et une fois de plus, Brigitte Mopane, repose en paix. Tu nous as été très cher et merci pour ton amitié et merci pour ce moment. On se retrouvera, mesdames et messieurs, le dimanche prochain. Ciao.